Bonjour, bienvenue de nouveau sur Evolution TV. On va de nouveau parler de stockage souterrain d'hydrogène, qui est une composante essentielle du développement de la filière. Avec Julien Breton, vous êtes responsable nouvelles offres et services de Storengy. Et on va discuter avec vous de tout cela pendant 20 minutes. Bonjour. Alors le stockage est bien sûr une composante de la future économie de l'hydrogène, mais ce n'est pas la seule. Et peut-être ça m'intéresse au début qu'on dézoome un petit peu et qu'on voit un petit peu plus globalement, en particulier au niveau de votre maison mère, Engie, comment toutes les composantes du vecteur hydrogène peuvent être utilisées. Voilà, donc la parole est à vous. Merci. Effectivement, l'hydrogène, c'est un moteur de croissance essentiel pour le groupe Engie. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait le trait d'union entre les trois piliers stratégiques du groupe, qui sont la décarbonation des clients, les infrastructures et la production d'énergie renouvelable. Et donc le groupe est présent sur, et c'est d'ailleurs l'un des seuls acteurs, on est assez rare en fait dans ce cas-là, à être présent sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production d'électricité renouvelable pour alimenter les électrolyseurs, la production d'hydrogène évidemment, jusqu'aux usages en passant par toutes les briques intermédiaires des infrastructures. Le stockage, comme on vous l'avait dit, le transport, la distribution, les terminaux et également la transformation de l'hydrogène en hydrogène liquide, voire en méthane de synthèse. Alors, Engie, on est positionné, c'est un front-runner sur cette activité hydrogène, puisque depuis 5 ans, il y a plus de 200 personnes qui travaillent à développer des projets. Et aujourd'hui, en 2022, on passe dans une nouvelle étape, dans une nouvelle phase, une phase d'accélération. Les premiers projets sur lesquels on a commencé à travailler arrivent en phase de réalisation. Je pense, vendredi dernier, il y avait l'inauguration du premier camion minier à l'hydrogène en Afrique du Sud avec Anglo American. Donc ça, c'est phase de réalisation et phase de passage à l'échelle. Et pour nous accompagner là-dedans, on a des ambitions très claires d'ici 2030. 4 gigawatts de capacité installée d'électrolyse, plus de 100 bornes de recharge pour la mobilité hydrogène et se préparer à la dorsale hydrogène européenne avec 700 km de réseau de transport dédié à l'hydrogène et 1 TWh de capacité de stockage. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu ce camion en Afrique du Sud dans la mine. Il est gigantesque. Il peut porter 315 tonnes à lui tout seul. Je n'imagine pas le bébé. Alors, c'est très intéressant parce que vous êtes quand même, enfin en tout cas Engie, un gazier historique. Pour l'instant, on a en majorité des infrastructures gazières avec du méthane à gérer. Si on se projette dans l'avenir, comment on peut imaginer développer à la fois des infrastructures hydrogène, il va y en avoir besoin, et d'un autre côté, pérenniser les infrastructures gaz-méthane, puisque notamment, il va y avoir du biométhane qui va probablement circuler à l'intérieur. Comment on peut optimiser ça au niveau collectif, j'allais dire, parce que c'est quand même... on imagine mal développer 2 réseaux complètement parallèles et aussi touffus l'un que l'autre. Oui, tout à fait. Et effectivement, le vrai enjeu, c'est d'arriver à un coût de la transition et des stratégies zéro carbone qui soit le plus abordable pour les usagers finaux. Et donc là-dessus, on a 3 convictions. Notre première conviction, c'est que les différentes infrastructures, gaz, électricité, hydrogène, sont complémentaires. Et elles doivent être pensées ensemble. Et d'ailleurs, si on regarde les scénarios énergétiques de l'ADEME, qui sont Transition 2050, qui ont été publiés en novembre de l'année dernière, le réseau de gaz, que ce soit gaz naturel ou CH4, méthane ou hydrogène, est un outil de flexibilité au service du réseau électrique. Donc ça, c'est notre première conviction, c'est qu'il faut les penser ensemble, ils sont complémentaires. Notre deuxième conviction, c'est que le gaz, qui est aujourd'hui à 99% en France importé, demain, il sera 100% renouvelable. Et les acteurs de la filière mentionnent qu'avec un soutien adapté à cette filière, on pourrait subvenir à 20%, jusqu'à 20% des besoins de gaz dès 2030. Et dans ce gaz, ce sera du gaz renouvelable, donc principalement du biométhane, comme vous l'avez dit, mais également des gaz de synthèse. Notre troisième conviction, c'est qu'une partie de ces infrastructures gaz existantes seront converties. Et là, je prends à l'hydrogène. Et là, je prends 2 exemples. Le projet Mosaïque, qui est porté par GRT Gaz en région Grand Est, c'est 100 km de réseau, et de ces 100 km, il y en aura 70 qui seront convertis à partir de réseaux existants. Et les deuxièmes, c'est côté stockage. Notre projet Hipster en région Auvergne-Rhône-Alpes et le projet de iGreen de stockage d'hydrogène en région sud, ce sont des cavités salines existantes
qu'on va convertir à l'hydrogène. Et donc ça, c'est évidemment aussi un moyen de rendre cette transition énergétique la plus acceptable possible. Avant qu'on aborde justement le stockage, qui est le sujet de notre émission, peut-être un instant, si vous avez un détail à donner sur la conversion d'un réseau gaz en réseau hydrogène. Est-ce que c'est des vrais défis techniques parce que c'est quand même pas le même type de molécule? Alors il y a effectivement, oui, des défis techniques, ça reste un gaz, mais il y a des questions en termes d'équipement. Il y a des questions en termes donc quand je pense des équipements, je parle des compresseurs, ce genre de choses. En termes de matériaux, les nuances d'acier, ce genre de choses, les soudures, enfin, voilà. Et bien sûr, il y a également des questions en termes de processus ou procédures d'exploitation. On n'exploite pas un réseau de gaz naturel comme on exploite, alors une infrastructure gaz naturel comme on exploite une infrastructure hydrogène, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes gaz et qu'il n'y a pas les mêmes risques inhérents à ces deux molécules. Très bien. Alors le stockage, on en a un petit peu parlé ce matin dans une autre session d'Evolution TV. Il peut se faire en cavité saline, en roche poreuse, enfin il y a plusieurs types de solutions, voire même sous forme liquide. On parle beaucoup de stockage sous forme d'ammoniac, par exemple. Ces solutions sont multiples. Est-ce qu'on doit donner un ordre de priorité pour leur développement? Enfin, en tout cas, sur quels critères on peut analyser ça? Il va y avoir un ordre de priorité, ça c'est sûr, puisqu'on voit bien que chacune de ces solutions sera d'abord sans doute indispensable, mais ne va pas ni le même coût, n'offre pas les mêmes services en termes de volume, par exemple, et n'a pas la même maturité technologique. Et donc spécifiquement, ce qu'on peut imaginer, alors si on prend une hypothèse un petit peu globale, la stratégie européenne hydrogène, c'est 333 TWh de consommation d'hydrogène en 2030. En gaz naturel, aujourd'hui, il y a 24% de la demande totale de gaz naturel qui est stockée, avec des capacités de stockage. Donc si on prend la même hypothèse pour l'hydrogène, voire on est un petit peu plus conservateur, on s'arrête à 10%, on est entre 30 et 60 TWh de capacité de stockage nécessaire dès 2030. On voit bien que ces 30 à 60 TWh de stockage en 2030 ne vont pas exclusivement être couverts par une seule solution. D'abord, il y a du stockage en surface, des tanks, alors sous forme d'hydrogène gazeuse, liquide, ammoniac, etc. Ça existe aujourd'hui, donc ça existera toujours en 2030 et il y a une partie qui sera couverte par ça. Ensuite, avec le développement des infrastructures de transport, on aura du stockage inhérent aux infrastructures de transport, ce qu'on appelle le line pack. Donc ça existera aussi, une partie sera couverte par ça. Et ensuite, on a toutes les solutions sous-sol. On est sur un changement d'échelle en termes de volume, clairement. On a les cavités salines qu'on va appeler statiques. Ça, c'est ce qui existe depuis plus de 30 ans, donc on sait que c'est faisable. Il y a 6 cavités salines statiques d'hydrogène dans le monde depuis plus de 30 ans. Donc voilà, ça, il y a toujours les questions un peu techniques de matériaux, etc. Mais ça, on sait que c'est faisable. Les vraies innovations, elles sont sur les cavités à cyclage rapide et les milieux poreux. Et on va avoir besoin des deux. Par contre, il y en a une qui est beaucoup plus mature que l'autre, c'est le cyclage rapide. Et donc nous, Storengy, on fait le choix de se concentrer pour 2030 sur le stockage d'hydrogène en cavité saline, parce que c'est le meilleur compromis en termes de coût, de flexibilité et de maturité technique. Et en parallèle, on poursuit la R&D sur le stockage en milieu poreux, parce que la géologie elle est ce qu'elle est, tous les pays n'ont pas le choix et n'ont pas la chance d'avoir des dépôts salins. Et donc, ils feront avec ce qu'ils ont. Et donc, il y aura besoin de pouvoir stocker aussi en milieu poreux. Mais si ce matin, on évoquait qu'il y aurait peut-être une centaine de cavités nécessaires pour stocker les 30 à 60 TWh que vous évoquez, est-ce qu'on a, ça veut dire qu'on transforme des cavités existantes qui stockent déjà du gaz, du méthane, pour l'hydrogène, ou vont créer vraiment tant de nouvelles cavités que ça? Il va y avoir plusieurs cas de figure. En fait, il y a d'abord ce sur quoi on va se concentrer, ce sont clairement les cavités existantes pour des raisons de coût et de timing. 2030, c'est rapide. Et 30, même si on prend l'hypothèse basse, 30 TWh de capacité de stockage en 2030, c'est énorme. Donc, on va se concentrer sur les cavités existantes et on va convertir les cavités existantes. La question étant, est-ce que ce sont des cavités qui sont aujourd'hui utilisées pour le gaz naturel? C'est un autre sujet qui est lié à est-ce qu'on peut se permettre de retirer des capacités de stockage en gaz naturel aujourd'hui sur le marché? La guerre en Ukraine, accessoirement, a montré que les infrastructures de stockage gaz naturel, d'ici 2030, a priori, ça va être un actif encore plus stratégique. Donc, c'est pas sûr. Voilà, donc il y aura de la conversion de cavités existantes, il y aura de la création de nouvelles cavités aussi, parce que ça ne sera pas suffisant de convertir des installations existantes. Alors, on va revenir sur ce stockage souterrain que vous commencez à travailler avec le projet Hipster, parce qu'il va se faire en lien avec la production renouvelable d'électricité. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une idée de cyclage relativement peut-être rapide
Quand il y a surproduction d'électricité, on peut produire de l'hydrogène et après il va falloir déstocker à certains moments. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails sur ce projet et en quoi il va justement permettre de mieux comprendre comment faire? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est effectivement, et ça c'est une valeur qui est très spécifique au stockage d'hydrogène, qu'on a moins sur le gaz naturel, pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que la production d'hydrogène vert est fluctuante, puisqu'elle est directement liée aux capacités de production renouvelables. À partir du moment où on va avoir un mix qui va, alors des usages qui vont s'électrifier d'une part et un mix énergétique qui va être de plus en plus renouvelable, ça veut dire qu'on va avoir d'une part une demande électrique qui va être de plus en plus fluctuante, donc un besoin de flexibilité, et d'autre part une production d'hydrogène qui va être également de plus en plus fluctuante. La valeur du stockage d'hydrogène, c'est de pouvoir lisser la production. Et donc finalement, quand on dit lisser la production, pour un producteur d'hydrogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser le facteur de charge de son électrolyseur. Pour un développeur de projets éolien, solaire, c'est lisser le facteur de charge aussi de sa production renouvelable. Voilà. Donc ça, c'est une valeur qui est importante. Et on s'attend à ce que le marché de l'hydrogène soit beaucoup plus flexible que celui du gaz naturel aujourd'hui. Gaz naturel, la cavité, enfin le site qu'on peut cycler le plus rapidement aujourd'hui, on est entre 3 et 4 cyclages par an. Un cyclage, c'est je vide et je remplis intégralement. En hydrogène, certaines études, notamment aux Pays-Bas, TNO, indiquent que ça sera entre 6 et 14. 6 et 14 cyclages par an. Donc on voit bien qu'il y a des gros enjeux à maîtriser et exploiter ce type d'actifs. Hipster va répondre à cette problématique. Hipster, on va cycler 100 fois en 3 mois à partir de l'année prochaine. Et donc ça va nous aider à mieux percevoir en termes de business model comment on a finalement un actif qui est directement lié à la production d'électricité renouvelable. Et ensuite, tous les aspects techniques qu'on a mentionnés précédemment, en termes d'équipement, en termes de matériaux, en termes de procédures d'exploitation, de gestion des risques. Voilà. Et quel volume va être stocké dans Hipster? Alors, Hipster, la cavité qu'on utilise, au maximum, on aura 44 tonnes d'hydrogène qui pourraient être stockées. D'accord. Et le fait de... Enfin, je pose une question parce que je suis très curieux. C'est le fait de cycler 100 fois en 3 mois comme ça, typiquement, quels seraient les freins possibles? Enfin, c'est l'occasion d'identifier des freins, peut-être. Alors, est-ce que c'est des problèmes de fuite, des problèmes d'échauffement ou de refroidissement quand on compresse, etc. Il y aura des problèmes il y aura des problèmes. Il y a des questions, des incertitudes sur la thermodynamique dans le sous-sol, puisque comme vous l'avez dit, quand on joue sur la pression, cycler, c'est jouer sur la pression, c'est jouer. Donc, ça a des impacts forcément sur le sous-sol. Ça a des impacts sur les matériaux qu'on utilise aussi. Il faut des qualités d'acier qui ne se laissent pas pénétrer, j'allais dire, petit à petit par l'hydrogène et en particulier à des fortes pressions. Enfin voilà, il y a tous ces... Et puis les équipements, les compresseurs qui vont bien, voilà. D'accord, très bien. Et alors, les besoins en stockage, bon, pour l'instant vous étudiez bien sûr, mais les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure à l'horizon 2030 vont vraiment se concrétiser une fois que la demande va augmenter, parce que bien sûr on est dans un pays d'offre-demande. À votre avis, quel secteur va pouvoir porter cette demande d'hydrogène, en tout cas à court terme? Alors c'est une bonne question, parce qu'on est sur des infrastructures, et donc forcément il y a un volume nécessaire, suffisant pour justifier du développement d'une infrastructure. Une infrastructure, c'est un temps de développement qui est long, c'est des investissements qui sont conséquents malgré tout, et qui nécessite de s'inscrire dans une sorte de planification. Et donc, aujourd'hui, la plupart des acteurs, il n'y a pas de besoin d'infrastructure. Donc en fait, nous, quand les projets qu'on travaille, on travaille sur des estimations du besoin, c'est ce que j'expliquais, en 2030. Donc ça, c'est un dilemme auquel on fait face dans les infrastructures aujourd'hui pour développer ces projets. C'est-à-dire, finalement, moi, quelle certitude j'ai qu'en 2030, on sera bien à la stratégie européenne, donc à 333 TWh de consommation. Et comment est-ce que je fais aujourd'hui des investissements avec ces incertitudes? On pense qu'il y a trois sujets qui peuvent nous permettre de sortir de ce dilemme. Le premier, c'est de travailler avec des partenaires. Des partenaires, c'est-à-dire à l'échelle d'un cluster industriel, puisque finalement, c'est quand même eux qui vont tirer principalement la demande, pour répondre précisément à la question. C'est de travailler avec des futurs gros consommateurs d'hydrogène, des producteurs, et de planifier ensemble le développement de ces infrastructures dans une zone géographique précise. Et puis petit à petit, ces zones vont se connecter entre elles, etc. Et c'est là qu'on arrive à la dorsale européenne hydrogène. Le deuxième, c'est accessoirement d'avoir plus de vision
de clarification sur, bien sûr, les business models qu'on peut avoir autour des infrastructures, mais le contexte réglementaire et financier, la régulation, les procédures de permitting, de développement de projets, etc. Ça, aujourd'hui, c'est encore en discussion à l'échelle de la Commission européenne, et donc forcément, on manque un peu de vision pour avancer, même si ça va dans le bon sens. Et le troisième item, c'est ce que je disais en introduction finalement, d'avoir une vision holistique de la planification de ces réseaux, du développement de ces réseaux. Et de ne pas penser simplement le développement d'une infrastructure hydrogène, d'avoir finalement une planification des stockages d'hydrogène d'une part, et une planification du transport hydrogène d'autre part, et une planification des renforcements du réseau électrique enfin. C'est d'avoir autant que possible une vision coordonnée du développement de ces différents réseaux. Et c'est ça qui nous permettra, avec les acteurs, de travailler à l'émergence de cette infrastructure pour soutenir la filière. D'accord. Donc quand même, l'industrie a un rôle particulier à jouer parce qu'elle peut apporter des gros volumes. Bien sûr. Je crois que j'ai vu récemment, je crois que c'est Engie aux Pays-Bas avec une unité de valorisation de déchets et puis un fabricant de méthanol. Ensemble, ils peuvent faire des volumes justement assez importants. Alors, je me demandais comment vous... Parce qu'on parle beaucoup mobilité hydrogène quand même, du coup. C'est un peu loin, bien sûr, des considérations de Storengy. Mais est-ce qu'éventuellement, c'est un point, en tout cas un débouché, qui peut être utilisé ou enfin, voilà, qui peut vous intéresser, même si ce n'est pas forcément le même type de volume, et surtout derrière, il faut de la distribution. Oui. Alors, en fait, il y a 3 marchés que regarde le groupe Engie. Le marché de l'industrie, comme on en a parlé, le marché de la mobilité. Et dans la mobilité, on va retrouver autant la mobilité territoriale que la mobilité lourde, avec d'abord sans doute le fret routier, le maritime, et puis dans un second temps peut-être l'aérien, et les infrastructures en tant que telles. Et donc sur ces marchés, on a d'une part l'hydrogène gris qui va être remplacé par du vert dans un premier temps, et donc ça, on voit bien que ce sont principalement les infrastructures. On va avoir l'intégration progressive d'hydrogène dans des processus industriels existants. Je pense à la production d'électricité. On a aujourd'hui des CCGT, donc des turbines gaz, et on va intégrer une part croissante d'hydrogène à cette production électrique pour décarboner petit à petit et répondre aux enjeux d'émissions de CO2, de quotas d'émissions de CO2 à l'échelle européenne, etc. Et puis enfin, on a un troisième marché qui est très intéressant et qui répond d'une certaine façon à votre question aussi. Ce sont les e-fuels. C'est-à-dire utiliser l'hydrogène, pas forcément en usage direct, mais combiné avec d'autres molécules, en particulier du carbone, pour produire des e-fuels. Donc, on a parlé de l'ammoniac tout à l'heure, du méthanol, du kérosène. Voilà. Alors, pour faire écho avec ce qu'on voit sur le salon Evolution, il y a aussi pas mal de gens qui proposent des électrolyseurs. Enfin, ce marché est en train aussi de naître, de plus en plus grande capacité. Pour Hipster, vous faites appel à quel type de solution technologique pour l'électrolyse? Alors, pour Hipster, notre partenaire, c'est Elogen. Et donc, on a un électrolyseur d'environ 1 MW. Et on a fait le choix d'une technologie PEM, justement parce que l'objectif, c'est de démontrer la cyclabilité, donc la flexibilité de ce type d'actif. Et la technologie PEM s'adaptait aujourd'hui, en tout cas, Elogen répondait avec sa proposition à notre besoin. Et dernière petite question, parce que tout le monde est curieux. Est-ce que vous ferez d'autres projets de recherche que Hipster? Enfin, est-ce que vous avez prévu déjà au niveau de Storengy d'étudier d'autres types de lieux peut-être ou de technologies? Bien sûr. On a une vision assez précise en Europe de ce qui vont être les sweet spots de développement des infrastructures, c'est-à-dire les zones dans lesquelles la demande va être suffisamment importante pour qu'un investissement soit no regret. On n'a pas de certitude, bien sûr, mais il y a énormément de facteurs, la présence de gros industriels, la présence d'un littoral et donc d'un port, la capacité renouvelable importante avec principalement de l'éolien offshore et du photovoltaïque parce que c'est ceux qui ont les load factors les plus importants. Et accessoirement, pour les infrastructures et en particulier le stockage, la présence de dépôts salins, voire de stockage existants en gaz naturel ou de cavités salines existantes qu'on va pouvoir convertir. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. On vous remercie beaucoup, Julien Breton, et la suite pour de prochains sujets dans Evolution TV. Au revoir.